Oui, alors donc on va présenter pour clore cette soirée à l'heure où seuls les plus tenaces sont encore là. On va essayer de présenter donc ce projet Life Adapt Thailand, qui est le développement de solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature et donc porté par le Grand Port Maritime grâce au financement européen des programmes LIFE. Je vous présente les excuses de Jennifer Tocni qui devait présenter cette petite intervention avec moi. Vous y perdez, mais elle n'a pas pu être avec nous malheureusement. Alors, en petit liminaire, on va quand même rappeler ce qu'est le port et pourquoi il est fondé à agir. C'était l'intervention d'ouverture ce matin du président qui dit que pour innover, il faut être fondé à le faire, il faut avoir des motivations à le faire. Vous avez vite voir que nous, on en a de sérieuses. Le port, d'abord, c'est une plateforme au service du territoire. Très naturellement et spontanément, vous allez tous penser à nos missions de construction, d'entretien, d'exploitation d'infrastructures qui vont permettre les accès nautiques et donc la circulation des bateaux, notre approvisionnement et puis notre circulation aussi. Ce qu'on sait moins, c'est moins intuitif peut-être, c'est que les grands ports, depuis la réforme de 2012, sont aussi des gestionnaires d'espaces naturels, de tous les espaces naturels qui sont au sein de leur circonscription. Et donc nous avons cette mission, donc ce devoir d'entretenir nos espaces naturels au Grand Port Maritime. Alors c'est un petit peu d'espace naturel terrestre, c'est surtout de la mangrove rélictuelle à Jarry, soumise à de très fortes pressions, on le verra. Et puis c'est surtout 5000 hectares quand même d'océan, notamment dans le petit cul-de-sac marin, mais aussi, comme vous le voyez, sur les différents sites d'implantation du Grand Port Maritime, puisqu'on couvre l'archipel, étant présent à Marie-Galante, à Basse-Terre, et puis bien sûr sur Jarry et Pointe-à-Pitre. Le caractère vital du port, il faut quand même le rappeler, c'est quand même le transport des marchandises, notre approvisionnement, 3,5 millions de tonnes par an, grosso modo 200 000 containers, plus d'1 million de passagers, donc les navettes inter-îles et puis également les croisiéristes bien sûr. Et puis je crois que c'est Mathéo qui nous l'a rappelé, ou vos cuisses s'en souviennent peut-être encore, c'est 80% de notre approvisionnement alimentaire qui arrive aussi par voie de mer. Donc autant dire le caractère vital, le mot n'est pas usurpé, du port pour la vie de la Guadeloupe et de l'archipel. Les objectifs du projet Life Adapt Thailand, je crois que le petit film de la slide suivante... L'archipel de la Guadeloupe regroupe un grand nombre d'espèces remarquables.
Donc voilà pour les objectifs de ce projet qui était ambitieux. Donc on a dit 5 années, au final ça a duré 6 années et demie. Donc un budget de plus de 4,5 millions d'euros, notamment de fonds européens pour 55%, mais aussi, on doit le dire, de fonds propres à hauteur de 45% du port. Donc ça veut dire un investissement quand même conséquent. Et alors, les motivations à agir. Pourquoi on va parier sur les solutions fondées sur la nature ? Les motivations à agir, elles ont tellement bien été exposées par Didier Bernard précédemment que je n'ai pas beaucoup à rajouter. Les trajectoires climatiques, on les connaît. Je veux dire qu'on sait qu'on va avoir de la hauteur, une hauteur de mer qui va augmenter, des houles plus intenses, des épisodes peut-être plus intenses aussi, des épisodes extrêmes plus intenses. Donc nos infrastructures, par définition, on a vocation à être sur le littoral, on ne peut pas être ailleurs. Et donc on est particulièrement exposé et donc vulnérable à tous ces dérèglements climatiques. Et donc il nous faut, pour l'avenir, protéger, garantir le maintien d'activité. On a vu qu'il est vital pour les territoires. Il faut protéger nos infrastructures et nos activités. Quand on se protège nous-mêmes, c'est l'ensemble de la Guadeloupe que l'on protège. Et en premier lieu aussi, d'ailleurs, tout ce qui se situe en arrière-port. En arrière-port sur la région centre, c'est tout Jarry. C'est l'aéroport, c'est toute l'agglomération pointoise. Donc protéger le port, c'est pas simplement protéger le port, c'est protéger aussi toute la population. Donc voilà pourquoi on est fondé indispensablement à agir. La deuxième chose, et c'est le président qui l'avait dit en introduction aussi, pour innover, il faut des ressources. Là, en l'occurrence, la ressource sur laquelle on fait le pari de s'appuyer, c'est notre biodiversité. C'est des écosystèmes qui rendent des services écosystémiques sans même qu'on s'en aperçoive au final. Et là, en l'occurrence, le service écosystémique qui nous intéresse, rendu par ce triptyque herbier, mangrove et récif corallien, c'est la protection physique contre la houle du large, à laquelle on est très exposé naturellement et à laquelle on pourrait être encore plus exposé dans un futur proche. Donc voilà le service écosystémique qu'on veut préserver. Et pour ça, on parie sur la nature, sur cette ressource de cette très haute biodiversité dont on a la chance de bénéficier. Et puis, et là, c'est pas le président qui l'a dit, mais je crois que c'était Harry de l'INRA qui nous a bien expliqué qu'il fallait un peu de connaissances sur les phénomènes qui vont nous arriver, comment fonctionnent nos écosystèmes. Et fort heureusement, Didier Bernard l'a exposé. Les trajectoires, les scénarios, on les connaît. Je veux dire, alors ils peuvent être plus ou moins optimistes, pessimistes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a plus d'optimistes. Il y en a des plus ou moins pessimistes. Et voilà à quoi on doit faire face. Et pour ça, on va parier sur ces 3 écosystèmes qui sont très étroitement imbriqués entre eux dans leur fonctionnement et dans les services écosystémiques qu'ils rendent. On n'aurait pas pu se contenter de ne travailler que sur l'un ou l'autre. On se serait certes facilité la vie, mais là, en l'occurrence, il fallait travailler sur ces 3 fronts simultanément. Et donc ça, c'était tout l'enjeu du programme Life Adapt Island. Je ne vais pas pouvoir le résumer dans toutes ces actions en l'espace de 10 minutes, mais on va essayer de faire une grande synthèse des principaux résultats et puis surtout des perspectives qu'un tel projet peut ouvrir. Pour les mangroves, quels étaient les objectifs ? Permettre le développement de mangroves dans des zones urbaines, on parle bien de Jarry, est très, très anthropisée, sujette à des inondations et de très fortes pressions. Évacuer et traiter les déchets végétaux ou inertes, puisque dans le cas de figure présent à Jarry, c'était aussi des décharges. Et puis diversifier les espèces de mangroves. Ceci grâce à d'abord de la réhabilitation lourde, en l'occurrence des zones de décharge sauvages, la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes qui avaient pris place sur ces décharges, on va dire, et puis la plantation de jeunes plants de mangroves. Les résultats, très brièvement pour la mangrove, on a travaillé sur 2 sites, donc encore une fois, très fortement dégradés, au cœur de Jarry, que d'ailleurs on a du mal à soupçonner quand on passe et quand on fréquente Jarry. Le premier site, c'est le Dic Ouest, comme on l'appelle, c'est un site plus modeste, 3500 m². On a traité là les espèces exotiques envahissantes, on a remis en eau en créant une mare, on a recréé un régime hydrologique un peu d'origine, et puis on a planté du palétuvier rouge. Le deuxième site, qui est aussi dans Jarry, là directement en front de mer, c'est un site beaucoup plus vaste, 4,5 hectares. Également traitement des espèces exotiques envahissantes. Comme je l'ai dit, là il a fallu excaver tous les comblements qui étaient des déchets divers et variés, donc c'était quand même une opération lourde dont il fallait aussi faire l'analyse des contaminants, etc. pour les filières de traitement appropriées. 13 500 m3 d'excavation, donc c'était quand même un chantier assez colossal. On a planté un petit peu de palétuvier blanc, mais surtout ce qu'on a eu la surprise de voir, c'est que dès qu'on avait reconstitué la circulation d'eau naturelle, d'origine, la régénération naturelle était très très dynamique finalement et prenait le pas même sur les plantations qu'on pouvait faire. Donc naturellement, les palétuviers sont revenus. Donc fort heureusement, on a une nature qui est quand même très résiliente.
très rustique et très résiliente. Dès qu'on recrée les conditions de milieu favorables, elle reprend le dessus. Voilà la leçon. Donc, et puis une petite pépinière voilà, qui nous servait à justement avoir le capital de plan pour pouvoir réaliser ces opérations de restauration. Pas de difficulté pour la mangrove, on sait faire. C'est résistant dès qu'on recrée des conditions de milieu favorables. Et là, on parlait de parcelles vraiment très, très impactées, très lourdement impactées. Donc on sait, y compris dans ces cas de figure, restaurer convenablement. Donc on a des solutions là pour pouvoir disséminer et amplifier. Le deuxième, alors je ne vais pas tout détailler, peut-être sur les herbiers, j'irai beaucoup plus vite, mais je prendrai un peu plus de temps pour les récifs coralliens. Mais bon, les herbiers marins, c'était réduire les pressions anthropiques, notamment les pressions anthropiques sur les herbiers, c'est les ancrages, le mouillage forain en fait, les ancrages de bateaux qui détruisent physiquement l'herbier. C'était aussi un enjeu de sensibilisation et puis des expérimentations de germination, de croissance in vitro et de restauration in situ. Donc, avec diverses actions, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Juste simplement pour dire que les pures opérations de restauration à partir de germination, à partir de graines, se sont avérées particulièrement infructueuses. Et ça rejoint d'ailleurs des constats mondiaux. Hein. Ce n'est pas que nous avons échoué dans cette expérimentation, mais voilà un retour d'expérience négative qui nous dit qu'à ce stade, on ne sait pas restaurer un herbier de Thalassia testudinum détruit. Donc raison de plus pour mettre l'accent sur la préservation. Quand on ne sait pas réparer, il faut éviter de casser. Donc on met le paquet sur la préservation. Fort heureusement, là, on a des solutions très efficaces. Notamment, c'est d'avoir des zones de mouillage aménagées. Donc c'est ce qu'on a fait, nous, dans un endroit où là aussi, il y avait de fortes pressions de mouillage forain. C'est à l'îlet Cochon, hein, dans la baie de Pointe-à-Pitre. Donc là, on a aménagé des zones de mouillage réglementaires avec des mouillages ancrés ou des corps morts. Et dans le projet, on a choisi aussi d'enrichir ces mouillages de ce qu'on a appelé des éco-mouillages. C'est-à-dire qu'on met dans l'eau des structures, vous les voyez avant, on les pose et puis on les laisse se coloniser, avoir du fooling, de la biologie qui va arriver dessus, de toute nature, faune fixée, flore fixée, et puis des poissons, des crustacés autour. Donc on enrichit en même temps le milieu. Donc voilà, on crée des éco-mouillages, ça marche parfaitement. Donc voilà des systèmes de préservation qu'on peut multiplier à dessein tout autour de l'archipel, dans toutes les zones où il y a cette surfréquentation qui est néfaste aux herbiers marins. Je ne l'ai pas mentionné, de la sensibilisation aussi. Là, on est à Folens, à Marie-Galante. On a aménagé un sentier sous-marin d'interprétation à vocation écotouristique pour les herbiers, parce qu'on sait que des trois écosystèmes, côtier marin ici, c'est peut-être le moins connu, le moins valorisé. Or, il est, dès qu'on observe un petit peu attentivement, tout aussi spectaculaire que les autres. Le dernier, les récifs coralliens. Donc là, les objectifs étaient de cultiver des coraux afin de maintenir des niveaux suffisants de matériaux biologiques. Et on sait dans quelle conjoncture on est pour les coraux. Le réchauffement leur est fatal. Or, leur rôle est essentiel dans la bioconstruction. C'est la première couche de protection, hein, justement, de nos littoraux, par ces barrières récifales de matériaux calcaires qu'elles ont construits au fil des siècles et des milliers, des millions d'années. Donc elles ont ce rôle de première barrière physique contre la houle du large. Or, ces coraux sont particulièrement endommagés. La tendance est véritablement à l'érosion accélérée de ces populations. Et donc la fonction de bioconstruction et donc d'entretien de ces barrières récifales est en train de s'effondrer. La protection qui va avec également. Donc là, dans le cas de figure, on a cherché à transplanter des boutures de coraux sur des sites naturels dégradés pour aider à la restauration, essayer d'acquérir des données sur la ponte pour aussi apprendre à élever en captivité, en quelque sorte, des coraux, en les faisant pondre en captivité. Et puis, chercher aussi à maintenir le maximum de diversité génétique par rapport aux populations naturelles qu'on a dans le milieu, de manière à se donner une chance d'identifier peut-être parmi cette diversité génétique ces fameux super coraux qui auraient des propriétés de résistance améliorée à la température et sur laquelle on pourrait parier pour améliorer la restauration. Donc dans les actions, on a entretenu 2 pépinières, 2 fermes coralliennes. On a transplanté annuellement tout autant de coraux que pouvaient produire les fermes. Et puis on a observé collecter des pontes pour de la reproduction assistée. Les résultats à l'issue de ces 6 années et demie de travaux très minutieux, où là aussi on a appris pas à pas de nos échecs, des petites difficultés qu'on a rencontrées. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'avoir 17 arbres, diverses structures supports de coraux d'élevage. Les 2 espèces qu'on élève sont des espèces de coraux protégés particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, sont les acropores.
Non vernaculaires, il y a 2 espèces, les cornes de cerf. Alors, les non vernaculaires sont très évocateurs, hein. Ça ressemble vraiment à des cornes de cerf pour les plus fines que l'on voit sur les arbres. Et les cornes d'élan. 2 espèces particulièrement efficaces dans la lutte contre la houle. On a pu donc entretenir ces fermes et améliorer les protocoles d'élevage au fur et à mesure de manière à avoir les meilleures chances de croissance et de succès dans ces fermes. On a pu, à partir de ces fermes, alimenter des sites de transplantation, 2500 colonies d'Acropora cervicornis et palmata qui ont été transplantées. Ça fait une surface d'impact, là aussi, de l'ordre de l'hectare. Et puis enfin, des expérimentations de collecte de gamètes pour de la reproduction assistée, de la collecte de petites larves et essayer donc de maîtriser le cycle complètement de reproduction de ces coraux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'issue, dans la même période, on a eu 2 années successives de canicules marines, 2023 et 2024, qui ont tué 40% des colonies coralliennes qui restaient. Et pour certaines espèces, c'est des taux de mortalité, notamment chez les acropores, qui ont été entre 95 et 100% de mortalité, y compris dans les sites les plus protégés de Guadeloupe, au cœur du parc national, dans les endroits où on a les efforts de protection les plus lourds et depuis plus longtemps. Ces populations sauvages, ces champs d'acropores qui restaient en place, ont été totalement éradiqués. On sait même que d'autres fermes de la Caraïbe qui élevaient des coraux comme nous, notamment ces branchus, ont eu des taux de mortalité de 100%. Des expériences qui ont été complètement anéanties, cheptel réduit à 0. Et nous, on a pu avoir un taux de survie de 70%, ce qui est exceptionnel. Aujourd'hui, à la sortie du projet Life Adapt Thailand, donc qui s'est achevé en juin, on a 600 boutures en parfaite santé. On est obligé de déstocker, de dédensifier à l'intérieur des fermes parce que la ferme est pleine. Donc c'est un succès qui tient aussi à l'effort qu'on a mis, la minutie qu'on a pu déployer dans toutes ces opérations pour élever du corail. Je vais aller vite sur les approches transversales qui vont avec ce genre de projet, mais bien sûr, on a abordé les impacts écosystémiques des restaurations qu'on mettait en place. On a travaillé aussi à ce que ces restaurations écologiques aient un effet d'induction sur la sensibilisation et puis aussi sur l'économie. Quand on met d'un sentier sous-marin à Marie-Galante, c'est aussi pour développer une activité écotouristique. Quand on met des zones de mouillage, c'est pour renforcer l'activité de plaisance, tout simplement, et les services qui peuvent aller autour. Et puis, classiquement, de la sensibilisation. Et là, je vous encourage à aller sur le site du Grand Port et sur les différents supports où tout le numérique retrace cette aventure dans le détail. Pour finir, on y arrive. Quelles sont les perspectives? Parce qu'un tel projet, de tels efforts ne doivent pas être sans poursuite, bien sûr, à l'issue du projet. La perspective, c'est d'avoir un afterlife. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on doit pouvoir aller? On a fait un petit bout du chemin grâce à ce programme. Mais encore beaucoup de chemin reste à parcourir. Et notamment, alors, je vais essayer d'illustrer... grâce à ce projet, on a réussi à passer, notamment en restauration corallienne, de l'échelle de la dizaine de mètres carrés. C'était des projets un peu pilotes où on restaurait, donc très petite échelle. On a vu qu'on est passé déjà à l'hectare. On a fait un saut, on va dire, de x100. Sauf que les services écosystémiques qu'on doit restaurer et l'échelle à laquelle on doit agir, il nous faut arriver à sauver la barrière du grand cul-de-sac marin. C'est 80 km². La plus grande barrière de corail des petites Antilles, c'est 80 km². Donc on est à l'hectare, il faut passer au kilomètre carré. Donc on voit qu'on a encore un saut de x100 à faire. C'est pas rien ces sauts d'échelle. Ça veut dire que ça doit engager beaucoup d'innovation. Dans tous les domaines, c'est pas que de l'innovation technique, c'est aussi de l'innovation sociale. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre au point. Donc on a fait une partie du chemin. Il en reste beaucoup à parcourir. On a encore un grand saut d'échelle à faire. Pour le corail, singulièrement, là on s'est élevé 2 espèces de corail. On arrive à les sauver du carnage. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on sait pour autant restaurer un récif corallien dans sa complexité de biodiversité, dans la complétude des services écosystémiques qu'il rend. On est en train, ici en Guadeloupe, à travers le Grand Port et d'autres acteurs, mais sur la planète entière, l'humanité ne sait pas restaurer un récif corallien au jour d'aujourd'hui. On est en train d'apprendre. Il nous faut continuer à apprendre et on apprend dans une course contre la montre. Parce que dans le même temps, comme on le disait, le déclin des récifs coralliens est généralisé sur la planète sous l'effet du changement climatique, mais pas que, plutôt le changement global. C'est tout un cumul de
d'impact. En Guadeloupe, les deux principales causes de la mortalité corallienne, certes la température, mais la température couplée à la mauvaise qualité de nos eaux côtières, liée à l'absence d'assainissement. Le préfet ce matin a poussé son coup de gueule sur le sujet, mais c'est la vérité. Et le défaut d'assainissement, ce n'est pas le changement climatique. Voilà. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels, là, on a la main. Autant sur le changement climatique, on peut dire qu'on n'a pas les leviers ici, autant sur le défaut d'assainissement, les leviers sont ici. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir et on le fait sous contrainte, dans une course contre la montre, dans le même temps avec cette érosion généralisée des récifs coralliens planétaires. Le saut d'échelle, alors pour le faire, alors on va y arriver là, dans la foulée du LIFE. On va continuer à travailler, nous, dans notre circonscription du Grand Port. Au sein de la circonscription, voilà, il faut changer d'échelle. Donc on va continuer à l'échelle de la circonscription portuaire, c'est notre responsabilité, pas de difficulté. Maintenant, il nous faut arriver à disséminer, déployer à l'échelle de l'archipel. Et là, il nous faut des partenariats. C'est le sens de notre présence ici aussi, c'est de faire appel à tous les partenariats possibles et imaginables, notamment des nouveaux sites d'expérimentation avec des partenariats avec les communes. Donc oui, on imagine avoir de nouveaux sites d'expérimentation et de déploiement dans l'ensemble de l'archipel avec des partenariats communaux. C'est déjà le cas pour la replantation de mangroves avec la mairie du Gosier, par exemple. Ça peut être les EPCI, ça peut être évidemment, on a l'ambition de partenariats conventionnels avec les gestionnaires d'espaces naturels, tels que le Parc national, par exemple, et puis le Conservatoire du littoral. Il nous faut poursuivre en termes d'innovation et de développement, notamment avec des laboratoires de recherche. Il faut qu'on arrive aujourd'hui peut-être à modéliser mieux les effets de notre restauration solutions fondées sur la nature, sur l'atténuation de la houle, par exemple. Et puis ça peut être aussi des partenariats avec les aménageurs et les entreprises qui ont besoin de déployer des solutions fondées sur la nature, notamment en matière de mesures compensatoires à leurs aménagements et à leurs impacts environnementaux. À l'échelle caribéenne, là, le travail est aussi entrepris. On travaille déjà avec les ports des Antilles-Guyane, qui est nos alter-égaux de Martinique et de Guyane, sur le déploiement de ces solutions fondées sur la nature, notamment un partenariat avec le Grand Port de Martinique sur le corallien. Un projet Cariport 2, donc un projet Interreg, à nouveau des fonds européens pour la coopération régionale, que le port porte en relais du Cariport 1 et qui vise à des diagnostics d'impact environnementaux des ports de la Caraïbe et surtout maintenant à la labellisation environnementale des ports de la Caraïbe. Et puis à l'échelle européenne, là on vient de répondre à un appel à projet Horizon, Just Coast, où il s'agira d'avoir des démonstrateurs de solutions fondées sur la nature tropicaux dans un consortium qui regroupe plein d'autres sites, portugais, grecs, irlandais, etc. et où on servira de démonstrateur pour les zones insulaires tropicales. Et puis, bien entendu, ce saut d'échelle, on ne peut pas le concevoir autrement qu'avec une large implication citoyenne et communautaire. Et ça, il faut continuer d'y travailler. On sait qu'aujourd'hui, la population est de plus en plus sensible, sensibilisée aux réalités et aux conduites à tenir. On l'est. Être en action au quotidien, c'est encore un pas qui reste à franchir. Et donc là, il faut arriver, notamment socialement, avec le tissu associatif. Là aussi, c'est un appel. On aura des appels à projets pour les associations pour pouvoir mobiliser la société civile sur ces sauts d'échelle en matière de restauration écologique et de solutions fondées sur la nature. Et je crois que j'ai pu vous raconter à peu près tout ce que je voulais vous dire en si peu de temps. Voilà, n'hésitez pas à venir vers nous pour des questions ou des pistes de partenariat à travailler depuis leur origine.